Tu prends une belle voiture de sport, la plus puissante du monde, tu prends le plus beau circuit, tu peux prendre autant d'heures de conduite que tu veux, tu es super performante. Si tu mets pas d'essence, tu vas nulle part. Et pour moi, le mental, c'est l'essence. Donc on peut se dire qu'avant de savoir réellement marcher, on a dû tomber 3000 fois, c'est-à-dire qu'apprendre de nos erreurs à chaque fois, c'est-à-dire que savoir que si je me tiens trop à droite, je peux tomber à droite, trop à gauche, je peux tomber à gauche, trop en arrière, bref. On a dû faire en gros 3000 erreurs pour comprendre à un moment donné comment ça allait marcher définitivement. Et globalement aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, les gens ne tombent pas dans la rue, on sait marcher, mais parce qu'on est tombé 3000 fois. Si on parle de 4 piliers, il y a effectivement la technique, la tactique, le physique et le mental. Je peux avoir un super mental, si j'ai pas de tactique, ça marche pas. Je peux avoir une super technique, si j'ai pas le physique, ça marchera pas. Il faut les 4. Imagine un petit peu que dans telle situation, que ça soit une situation à la maison, au travail, peu importe la situation de ta vie, aujourd'hui, le fait que ton corps soit en train de te dire c'est pas ok. Si tu l'écoutes réellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de toi qui t'empoisonne quelque part. Et on ne guérit pas dans le milieu qui nous a rendu mal. Donc à partir de ce moment-là, se demander juste si je n'ai pas peur. Avoir cette honnêteté de se dire ok, j'ai peur, mais si je n'ai pas peur, je ferai quoi? Pour moi, c'est suicidaire aujourd'hui de ne pas prendre soin de son mental lorsqu'on veut réussir. Je ne connais personne qui est arrivé au plus haut niveau, que ce soit dans le sport ou dans le monde du business en général, sans avoir vraiment pris en compte et avoir comme préoccupation première sa santé mentale. Bonjour, aujourd'hui, être dirigeant, c'est à la fois excitant et à la fois épuisant. Les chefs d'entreprise portent une pression énorme, des décisions à prendre en permanence, des responsabilités, la solitude face aux choix. Et la vraie question, c'est comment de maintenir de l'énergie, de la lucidité, de la motivation pour tenir dans la durée. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Delplein. Il est psychopraticien spécialisé en TCC, thérapie cognitive et comportementale, et préparateur mental de dirigeants. Bienvenue Yann. Merci Irine. Dans notre podcast Zone de pouvoir. Tu peux me parler un tout petit peu de ton parcours? Alors comme tu l'as dit, effectivement, je suis psychopraticien en thérapie cognitive et comportementale et je suis aussi préparateur mental de dirigeant, après avoir passé un diplôme de préparateur mental du sportif il y a quelques années pour accompagner des sportifs de haut niveau. Effectivement, j'ai lié cette compétence pour accompagner des dirigeants qui finalement ont les mêmes problématiques que certains sportifs professionnels, soit en termes de gestion du stress ou de pression, comme tu peux en parler. Ouais. Donc ces deux approches finalement entre la psychologie et la préparation mentale permettent à la fois d'avoir une sorte d'approche psychothérapeutique et en même temps une forme de coaching pour atteindre le meilleur potentiel en fait, des dirigeants. Parfait. Quelle est la différence entre un chef d'entreprise qui réussit et un chef d'entreprise qui stagne, même quand tous deux ont la même stratégie et les mêmes outils? Alors, effectivement, en fait, deux chefs d'entreprise aujourd'hui qui pourraient avoir les mêmes outils, la même stratégie, même les mêmes compétences, la même formation. Ce qui a fait la différence, en fait, va vraiment situer, parce qu'ils ont la même boîte à outils, va situer de comment, en fait, ils peuvent les utiliser, ces outils-là. C'est-à-dire qu'on peut parler de stratégie, on peut parler de technique, on peut parler de forme physique, même, dans certaines situations. Ce qui va vraiment faire la différence, justement, ça va être le mental. C'est-à-dire que là où un des deux, finalement, par rapport à ces deux entrepreneurs qu'on peut comparer, qui ont visiblement les mêmes chances sur le marché, ce qui va faire la différence, c'est qu'il y en a un des deux qui va pouvoir mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress, mieux gérer la pression du quotidien face aux événements de la vie d'un chef d'entreprise, parce qu'effectivement, c'est plein de cadeaux. Des fois, c'est très excitant, mais c'est aussi épuisant, comme tu le disais. Donc, finalement, ce qui fait la différence, c'est comment je vais réussir à gérer mon mental en fait dans cette situation-là, et c'est ce qui va vraiment faire la différence entre le chef d'entreprise qui va lui lutter finalement contre certains événements et s'épuiser, et celui qui va avoir suffisamment de force mentale pour être résilient, pour trouver des ressources, pour continuer finalement avoir cette clarté d'esprit qui va lui permettre de décider malgré les périodes de doute, qui lui permettre de prendre des décisions malgré les périodes où on est géré parfois en down dans une entreprise. C'est-à-dire que ce qui fait vraiment la différence pour le coup, c'est vraiment comment il va réussir à manager son état d'esprit, comment réussir à manager ses humeurs, parce qu'un chef d'entreprise, c'est aussi un homme ou une femme qui a un quotidien, qui a une vie personnelle, qui a des problèmes comme tout le monde. Mais en plus de ça, effectivement, il va se retrouver à gérer une entreprise avec des clients, avec des fournisseurs, avec du personnel. Et toute cette pression, là où vraiment il peut faire la différence, c'est comment il perçoit ces situations. C'est-à-dire que la force mentale, elle est vraiment, je dirais, on la monopolise vraiment pour changer la perception. Et c'est vraiment ce qu'on apporte en termes, je dirais, d'approche psychologique ou en préparation mentale, justement, par rapport à ces techniques. C'est vraiment d'arriver à reformater quelque part la façon de percevoir, de penser
de vivre, d'avoir des émotions et justement de se comporter. Et ce qui fait vraiment la différence entre celui qui va, encore une fois, s'épuiser parce qu'il va s'user dans la problématique et celui qui va malgré tout avancer et aller vers une réussite. Ouais, très bien. Parlons problème, genre le premier problème que les chefs d'entreprise rencontrent, là, que on n'ose pas en parler. Le premier problème. Ça va être la détresse psychologique. Très, très souvent, effectivement, la pression qu'on peut avoir au quotidien va nous amener à subir un certain stress. Et ce stress-là, alors, on peut parler de différents types de stress. Moi, j'aime beaucoup qu'on en parle, parce qu'on me sort souvent qu'il y a du bon stress quand même. Alors oui, il y a un stress qui peut être positif, c'est le stress qui va nous stimuler quelque part. L'excitation de monter un projet, par exemple, alors, c'est stressant. Alors le stress, on peut en parler un peu plus tard, mais effectivement, c'est lié à des peurs. C'est que le stress, c'est l'inconnu qui fait qu'on va s'agiter face à un problème potentiel, à un danger éventuel dans une situation. Alors il y a le bon stress, que quand je crée une société, finalement, je suis stressé, mais dans le bon sens, je suis très excité parce que j'ai beaucoup d'adrénaline finalement et beaucoup de plaisir à faire. Donc ce stress-là va me stimuler, ce qui fait que justement, parfois, je vais réussir à passer des caps où je vais donner beaucoup physiquement, j'ai beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui peuvent parler qu'ils travaillent plus de 70-80 heures par semaine, surtout au début de leur activité. Donc ça, c'est le bon stress. Et effectivement, le deuxième, je dirais, stress, qui serait le mauvais stress, c'est malheureusement celui qui devient pathologique parce qu'il y a des vrais symptômes qui viennent nous handicaper parfois dans le quotidien. On entend souvent, on en parlera si on veut un peu plus tard, mais les mots physiques en fait qui viennent parler. Donc, je dirais que le chef d'entreprise, en plus de ça, il est renfermé. C'est-à-dire qu'il se retrouve souvent tout seul en fait dans ces situations-là. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un chef d'entreprise d'arriver au bureau le matin et de dire à ses salariés, aujourd'hui, j'en peux plus, j'ai mal dormi, c'est la merde, je suis inquiet, je sais pas ce qu'on va devenir. Bref, toutes ces peurs en fait qui lui l'amènent à une détresse psychologique. Donc, je pense qu'effectivement, la plus grosse problématique aujourd'hui qu'on peut rencontrer je dirais émotionnellement, physiquement, dans le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est cette détresse, justement, cette solitude à travers la pression qu'on peut avoir. D'accord. Donc là, on va parler un peu d'anxiété et de stress. Bon, bien sûr. Avec plaisir. Donc bien sûr, ils subissent beaucoup de stress, d'anxiété. Est-ce qu'ils craignent d'être toujours dans cette boule de stress-là, ou c'est-à-dire il ne va pas réussir, ou il va y arriver à un certain moment? Alors, je dirais comme tout un chacun, en fait. On a tous connu ces périodes de doute, justement, puisqu'on a une expectative. C'est-à-dire qu'au départ, un chef d'entreprise, quand il crée sa société, ou quand il reprend une société, peu importe, il a effectivement ses attentes, en fait, ce qu'il a projeté avec son désir profond, en fait, de créer quelque chose, et puis comment ça va finalement le faire se développer, le faire se réaliser. Et puis, malheureusement ou heureusement, mais ça on en parlera aussi par rapport à certaines notions d'échec, par exemple, lorsqu'il y a des coups durs. Lorsqu'il y a des coups durs, c'est très difficile de rester focus justement sur son objectif parce qu'on perd confiance. On perd confiance et il y a des nouveaux événements en fait, qui viennent nous amener une autre vérité que ce qu'on avait prévu. C'est que tout ne se passe pas comme c'était prévu et que finalement, ça risque d'être plus difficile que ce que j'avais prévu et peut-être que je ne suis pas capable. Et c'est là où on commence réellement à connaître le stress et l'anxiété parce que c'est l'étape suivante, l'anxiété. C'est que finalement, je suis en train de me rendre compte que tout ce que j'avais prévu tombe un petit peu à l'eau. Et si je n'ai pas cette force mentale, justement, si je n'ai pas cette force de résilience et cette force de remise en question, et avec un déficit en plus de ça, de confiance en soi ou d'estime, effectivement, ça nous met dans des situations hyper anxieuses, hyper anxiogènes, où je peux facilement perdre les pédales et me retrouver à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvais choix, en fait, stratégiques, puisque je n'ai plus cette clarté d'esprit. Parce que le stress, si on en parle un petit peu, je crois que c'était un petit peu ta question, stress, anxiété. Le stress, en fait, c'est un phénomène qui est naturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller contre. Notre cerveau, en fait, fonctionne de cette façon-là depuis la nuit des temps, depuis qu'on est Homo sapiens. On a effectivement, face à un danger, un réflexe qui est vital. C'est que face à un danger, en fait, on est capable de fuir, de monopoliser finalement notre énergie et de fuir ou de se battre, selon les situations. Et pour ça, en fait, notre cerveau, notre système orthosympathique, va réagir en nous envoyant une dose de cortisol, une dose d'adrénaline, de noradrénaline, tout simplement pour qu'on puisse réagir, c'est-à-dire que notre cœur bat plus vite, nos muscles, quelque part, sont gorgés de sang plus rapidement, on se suroxygène. Mais dans le même temps, ça c'est pour avoir le réflexe de fuite ou de combat, mais dans le même temps, il y a quand même le cortisol qui joue un rôle, lui, qui est très important face à un danger, c'est qu'il vient anesthésier une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal, qui nous sert à intellectualiser, à raisonner, finalement à prendre du recul, à avoir une certaine clairvoyance par rapport à la situation, puisqu'à ce moment-là, notre cerveau nous demande de ne plus réfléchir, il demande juste de survivre. C'est-à-dire qu'on a une réaction en fait, de survie qui fait qu'on n'est plus censé réfléchir. Malheureusement,
quand un chef d'entreprise, qu'on parle de chef d'entreprise, mais c'est tout le monde finalement, Ouais. lorsqu'on projette une pensée négative, c'est-à-dire qu'on a une projection vers le futur en fait qui est négative, il se met en mode survie, c'est-à-dire que on a souvent peur en fait qu'il nous arrive des choses qui nous soient déjà arrivées ou auxquelles on croit qui pourraient nous arriver, ce qui fait que au moment où on a cette décharge de cortisol finalement, on n'est plus capable d'être clairvoyant, on n'est plus capable de réfléchir, de prendre du recul, de se donner la possibilité même d'avoir une autre position ou une autre réflexion par rapport à ça. Donc en fait, on perd totalement, le stress nous fait perdre totalement nos moyens. Alors, on peut avoir un coup de stress, là, maintenant, tout de suite. J'ai peur parce qu'il y a une voiture qui me fonce dessus. OK, c'est passé, j'ai un coup de stress. Quelques heures après, ça m'a un peu épuisé parce que pendant ce temps-là, c'est vrai que notre corps fonctionne à 200 à l'heure. Hein. Enfin, à 200 à l'heure, j'exagère, mais notre rythme cardiaque est quasiment 2 fois plus important que la normale. On respire 2 fois plus vite. Enfin, tout s'accélère, donc ça nous fatigue. Donc, on ressent cette fatigue physique. Mais au-delà de ça, c'est vrai que l'état anxieux, lorsqu'il s'installe, avec des validations, en fait, finalement, au quotidien, parce que ça valide, puisque je me comporte d'une certaine façon. C'est-à-dire, je me comporte comme si j'étais en train de perdre. Donc, finalement, autour de moi, tout se passe comme si j'étais déjà en train de perdre ou comme si j'avais déjà perdu. Donc, je valide que mon comportement, en fait, n'est plus OK. Finalement, et ça devient même inconscient, mais il est plus OK. Et ce qui fait que tout ce qui se crée autour de moi vient confirmer, en fait, que j'ai raison. C'est pas OK. Et donc, à partir de là, on a des états anxieux qui s'installent de plus en plus profondément. Et c'est là où, malheureusement, eh bien là, on peut en parler, je crois qu'on peut en parler avec tous ceux qui peuvent parler de stress ou d'anxiété. Le physique, ensuite, tire des grandes sonnettes d'alarme où on ressent des mots. Alors, les mots les plus courants, ça c'est pareil, on peut en discuter encore et encore. Les mots de dos, et j'ai mal au dos, et j'ai mal au ventre, et je dors mal, etc., etc. Mais malheureusement, ça ouvre aussi la porte à beaucoup de troubles du comportement. Et ça, bon, c'est ma spécialité en tant que psychothérapeute. Les troubles du comportement, attention, on n'est pas sur les troubles psychiatriques, hein, on ne parle pas de choses, de maladies psychiatriques, on parle troubles du comportement, c'est quoi? C'est effectivement des gens qui font des crises d'angoisse, c'est des troubles de la conduite alimentaire, des troubles du sommeil, des addictions, des phobies. En fait, tous ces troubles qui viennent nous bouffer la vie. Et pour un chef d'entreprise, c'est très difficile qu'il ne peut pas le montrer, ça. C'est-à-dire que dans la pensée commune, quelqu'un est malade lorsqu'il parle du trouble de comportement, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que c'est juste qu'à un moment donné, dans mon verre d'eau qui est très clair, il y a un peu de boue, il y a des choses à régler, à nettoyer. Mais malheureusement, un chef d'entreprise a aussi cette solitude, forte solitude, à ne pas pouvoir en discuter avec ceux qui les entourent, que ce soit les employés, que ce soit encore une fois les fournisseurs ou n'importe qui, c'est très difficile. Avec son entourage familial, c'est très compliqué. Donc l'anxiété, finalement, ça devient une vraie prison. L'anxiété et les troubles qui sont associés deviennent une vraie prison. Et c'est là où c'est vraiment très compliqué pour un chef d'entreprise de dépasser ces périodes-là où on a l'impression de s'enterrer de plus en plus. Puisque je ne suis plus bien, le reste va de moins en moins bien aussi. On ne va pas rappeler qu'en fait, le chef d'entreprise, c'est la locomotive de sa boîte. C'est-à-dire que la boîte, elle va bien quand le chef d'entreprise va bien. C'est-à-dire que même si on a besoin de tout le monde, attention, je ne dis pas, les collaborateurs sont super importants, mais si le chef d'entreprise n'est pas OK, l'entreprise ne peut pas aller ça perd bien. l'équilibre. Non, c'est pas équilibré. Et puis ça va de fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de locomotive, les wagons ne suivent pas non plus. Si la locomotive ralentit, les wagons ralentissent. Donc, à un moment donné, effectivement, c'est là où c'est épuisant, c'est frustrant, ça fait peur. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis toute notre vie quelque part sur la table pour construire sa boîte, parce qu'on a mis on y a investi nos économies, le temps qu'on a sacrifié avec notre famille aussi. Parce que pendant qu'on est au travail, effectivement, au départ, on est moins que sa famille, on est moins que ses amis. On a zappé quelques activités ou quelques passions, en fait, pour créer cette société. Et lorsque l'enjeu, quelque part, est tellement important et qu'en même temps, un jour, pour une difficulté diverse, je me sens décliné, c'est terrible pour un chef d'entreprise de sentir que non seulement il aurait peut-être fait tout ça pour rien, ce qui n'est pas le cas, hein, on ne fait jamais rien pour rien, mais qu'en plus de ça, il n'arrive pas à prendre le dessus. Ça va ajouter, en plus de ça, ça va surenchérir sur l'anxiété de ces situations déjà qui sont difficiles à gérer pour lui. Très bien. Donc là, on a parlé anxiété, on a parlé stress et tout. Donc là, on a parlé solitude aussi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter dans la solitude qui intervient dans la prise de décision. Un chef d'entreprise, c'est le chef. C'est que, en gros, c'est le chef qui décide. Ça, c'est un petit peu, c'est marqué partout. Quand on est chef, on décide. Et par la force des choses, un chef, il est seul. Alors, évidemment, on sait s'entourer. C'est-à-dire qu'un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un, comme un bon manager, un bon cadre, c'est quelqu'un qui a su recruter les bonnes personnes, les bons collaborateurs, en fait, pour l'accompagner dans son aventure, qui est justement l'entreprise. Mais finalement, il reste toujours, en fait, lui, le seul à assumer clairement ses décisions.
Et c'est là où on parlait tout à l'heure de clarté d'esprit. C'est-à-dire que s'il n'est pas totalement clair en fait dans ses prises de décision, dans les objectifs qui sont posés, parce que on en parlera aussi si on veut. Enfin, la définition des objectifs, c'est une des priorités aujourd'hui pour savoir où je vais exactement, savoir ce que je mets en place, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, lorsqu'il est au guidon de sa machine et que finalement, il ne peut pas vraiment parler aux autres de ses doutes, qui pour lui est une faiblesse, et puis qui pourrait mettre en question beaucoup d'investissements autour de lui, qu'il ne peut pas parler de son stress, parce que ça veut dire que si lui a du mal à gérer le stress, demain, il ne pourrait pas parler à ses employés en disant « c'est pas normal que vous soyez stressé, c'est pas normal que toi, tu sois en train de faire un burn-out, alors que moi-même, non, je ne peux pas le dire ». Et c'est vrai que cette solitude, on se renferme dans une forme de mensonge aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de secrets finalement que certains gardent en eux sans pouvoir vraiment les exprimer. Et encore une fois, que ce soit à la maison, au travail, on a du mal à exprimer parce que tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on réussit. Très souvent, il y a cette phase un petit peu d'égo, là où on a envie de montrer, moi je suis chef d'entreprise, je réussis. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne sont pas en phase de réussite maintenant, qui l'ont été en phase de réussite et qui le seront peut-être demain. Et je crois que la première des choses, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que pour ne pas se sentir seul, finalement, dans notre cage un petit peu dorée, qu'on veut bien se créer, qu'on veut bien montrer aux autres, la première des choses, je pense que c'est l'honnêteté de se dire, là, maintenant, ça ne va pas. C'est-à-dire que là, tout de suite, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, effectivement, ça peut être le marché, ça peut être les conditions, ça peut être les clients, enfin, le comportement des clients, ça peut être les collaborateurs aussi, parce que dans le choix de mes collaborateurs, les choses évoluent. Et comme tout évolue, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette notion, cette capacité, à un moment donné, de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'un bon chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise qui, malgré les marées, malgré les tempêtes, va trouver la force de se réunir, quelque part se reconnecter à lui-même et savoir garder le cap constamment. Et c'est vrai que l'anxiété ne permet pas de garder le cap. Le stress, s'il n'est pas géré, les émotions, si elles ne sont pas gérées, ne peuvent pas aider quelque part à conserver le cap. Donc cette solitude, elle est réamplifiée finalement par cette double punition. C'est je vais bien, j'ose pas le dire. Donc finalement, je suis encore plus mal parce que justement, j'ai cette incapacité à réagir maintenant. Donc, Yann, selon toi, comment tu vois la peur d'échouer? Ah, la peur de l'échec, tu veux La dire? peur de l'échec, oui. Alors ça, c'est un vrai sujet. Alors, je vais introduire avec une chose que j'aime beaucoup dire. C'est pas moi qui l'ai dite, c'est pas nouveau. C'est que l'échec fait partie de la réussite. Et ça, c'est clair. Alors, on peut le voir comme on veut. On n'a pas besoin de philosopher pendant 3 heures sur le sujet. Je ne connais personne qui a réussi quelque chose d'extraordinaire du premier coup. D'ailleurs, j'en parle souvent en thérapie, en accompagnement. Lorsqu'on sait combien de fois, et on en fait partie, un enfant est tombé avant de savoir marcher, tu le sais ou pas? Non. 3000 fois. 3000 fois. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'avant de savoir réellement marcher, on a dû tomber 3000 fois. C'est-à-dire qu'apprendre de nos erreurs à chaque fois, c'est pour ça que j'introduis de cette façon-là. C'est-à-dire que savoir que si je me tiens trop à droite, je peux tomber à droite, trop à gauche, je peux tomber à gauche, trop en arrière. Bref, on a dû faire en gros 3000 erreurs pour comprendre à un moment donné comment ça allait marcher définitivement. Et globalement, aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, les gens ne tombent pas dans la rue, on sait marcher, mais parce qu'on est tombé 3000 fois. Et si on regarde les plus grands inventeurs, finalement aussi, toutes les plus grandes réussites, alors je ne vais pas citer de nom particulièrement, mais je pense à Dyson parce que c'est un exemple, avec les milliers de prototypes qu'il a pu, il a cramé lui toutes ses économies, enfin il a passé énormément de temps à mettre au point le prototype qui l'a rendu milliardaire, mais c'était pas du premier coup, c'était pas en one shot. Et c'est vrai que c'est très souvent, en fait, l'échec, cette notion d'échec est amenée comme une fin en soi. C'est-à-dire que si j'échoue, en fait, c'est fini. Mais c'est exactement l'inverse. Et c'est justement là où on trouve suffisamment de ressources quand on est dans un mental favorable, à se dire que finalement, cet échec-là, c'est une leçon. C'est-à-dire que ça soit une séparation dans un couple, que ça soit une séparation aussi dans le business, qu'on peut se séparer de ses associés, que ça soit le fait d'être licencié demain de sa boîte, que ça soit, peu importe les accidents de vie, on les appelait comme ça, je pense que justement, il y a une leçon à chaque fois à tirer pour devenir plus fort. Alors, je ne vais pas forcément citer Nietzsche maintenant, mais c'est vrai que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et c'est vrai qu'un échec, c'est quoi? Le mot, il est fort déjà, c'est-à-dire que étymologiquement, c'est très, très fort parce que un bateau qui échoue, c'est un bateau qui ne repart pas, c'est-à-dire c'est un bateau qui a coulé. Mais ce qui n'est pas le cas quand on fait une erreur. Ce n'est pas le cas quand on fait une erreur stratégique, dans une relation, dans un business, ou peu importe d'ailleurs le cadre, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on peut repartir. Et c'est vrai que lorsqu'on est suffisamment résilient pour se dire que, finalement, là, ça ne l'a pas fait, mais comment je vais faire autrement pour que demain, ça le fasse? Comment je change ma recette, finalement, pour avoir un autre gâteau à la fin, puisque ce gâteau-là, finalement, ça ne l'a pas fait?
Je pense que la force d'un entrepreneur, encore une fois, elle se situe là. C'est se dire, c'est OK, j'ai fait de mon mieux avec tout ce que je savais faire jusqu'à maintenant. Ça ne l'a pas fait. Qu'est-ce que je dois changer? Et comment je repars de nouveau? Et puis, il faut se rappeler aussi que très souvent, quelqu'un qui échoue, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un client que j'accompagne, il est dans un domaine très particulier depuis 20 ans. Et pour lui, aujourd'hui, il n'en peut plus. Donc, il ne peut plus rien faire. Mais il a oublié que son métier, en fait, ce n'est pas forcément l'artisanat qu'il crée tous les jours, mais il est chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise, aujourd'hui, c'est pas rare de voir des chefs d'entreprise avec plusieurs activités, puisqu'ils sont capables de faire plusieurs choses. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, effectivement, a cette capacité de créer de l'activité, de vendre un produit sur le marché, de manager du personnel ou effectivement un parc pour réussir à vendre son activité. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, à la base, est là pour faire du business, que ce soit dans l'immobilier ou un vétérinaire ou peu importe. Il y a un business derrière. Donc, un chef d'entreprise, en fait, il ne s'arrête pas à savoir faire une activité en particulier, puisque son métier, c'est gérer une entreprise, développer, gérer une entreprise. Donc, aujourd'hui, un chef d'entreprise, quoi dire d'autre à part ça? Quoi dire d'autre que, finalement, l'échec fait partie d'un parcours pour ensuite tenter de réussir, ou alors on peut abandonner. On peut abandonner, mais si on abandonne, on n'aura jamais de réussite. Donc, la peur de l'échec, en fait, elle est toujours ralliée, encore une fois, à des traumas, à des blessures, à des croyances limitantes. C'est-à-dire que si un jour on m'a dit que j'étais pas capable et que je me bats pour créer un projet et que je vois qu'effectivement je n'y arrive pas, ça vient nourrir en fait ma croyance et l'étiquette qu'on m'a collée à une époque que je serais pas capable d'y arriver. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, je connais personne qui a encore une fois gagné un combat du premier coup. Je connais pas un seul champion du monde qui a jamais perdu une course ou un combat. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a un bouquin très intéressant, moi, que j'aime beaucoup, c'est Les Vertus de l'échec. C'est Charles Pépin, sans faire d'erreur, qui a écrit ce bouquin, où on parle beaucoup de résilience en fait, des sportifs notamment. J'ai un passage qui me revient par rapport à Rafael Nadal. Alors, je ne vais pas parler de l'histoire maintenant, mais qui à l'époque se sentait le meilleur du monde, et un jour a perdu contre Gasquet. Et c'est vraiment cette défaite, et il le dit avec beaucoup de recul a posteriori, c'est cette défaite en fait qui l'a fait se remettre en question sur sa préparation physique, technique, stratégique, etc., qui l'a fait revenir un jour plus fort et devenir c'est pas le meilleur champion de tennis. Donc, encore une fois, on apprend de nos échecs. Pourquoi avoir peur de quelque chose qui va nous faire grandir? Pourquoi avoir peur quelque part d'apprendre? Tout ce qu'on a appris dans notre vie, alors je parlais de marcher par exemple, mais lorsqu'on a appris les mathématiques, lorsqu'on a appris une certaine activité sportive, lorsque on n'a pas réussi, on n'a pas réussi, voire on a échoué, on a tous pris des bulles sur des devoirs en classe, on a tous pris des grosses défaites dans le sport qu'on a pu pratiquer, et pour autant, et si on en parle avec... j'ai la chance moi, de côtoyer des champions du monde, j'ai suivi dans ma carrière de préparateur mental des champions. Je pense qu'ils pourraient tous s'accorder effectivement à dire que c'est pas de perdre dont ils ont peur, c'est peut-être de ne pas gagner. Et c'est là où on se pose les bonnes questions. Puisque pour gagner, effectivement, il faut commencer à penser comment ne pas perdre. Et quand on a déjà perdu, on sait comment ne pas perdre. Donc, dans le système, par exemple, anglo-saxon et très américain, des chefs d'entreprise qui se sont plantés, on les prend à l'université pour apprendre aux autres comment créer des sociétés. Parce qu'ils savent comment ne pas échouer. Et c'est important, justement, que plutôt que d'avoir peur de l'échec, c'est parfois remercier quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que ça nous donne au moins l'opportunité de redémarrer différemment et cette fois-ci de réussir. Donc, c'est une vraie question de mindset, hein. C'est une vraie mentalité que de se dire finalement, je tente, je fais de mon mieux parce que je sais exactement ce que je veux maintenant, mais je ne peux pas avoir l'attente absolue que ça va marcher. Et c'est OK, puisque si je ne tente pas, je reste au point zéro. Si je tente, au pire des cas, j'ai avancé et je ne suis plus au point zéro. Et peu importe, pas à pas, centimètre par centimètre, heure par heure, peu importe, le fait de cumuler de nouvelles expériences, peu importe si de temps en temps on fait un pas en arrière. Je crois que le plus important, c'est de tenter. Parce que dans cette vie, si on peut regretter quelque chose, c'est de ne pas essayer. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir essayé de s'être planté. On peut reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir essayer. On peut reprocher à quelqu'un, effectivement, de ne pas être courageux ou finalement de ne pas être de bonne foi ou de bonne volonté. On ne pourra jamais reprocher à personne d'avoir tenté quelque chose qui, à la base, était censé marcher et qui, malheureusement, ne l'a pas fait. Donc, la peur de l'échec, je pense que c'est vraiment une question, encore une fois, de perception. C'est comment en faire une force. OK, si j'échoue, c'est pas grave. Au pire des cas, j'aurai appris, j'irai plus fort. Donc, ça fait partie du parcours de réussite. Je pense que c'est indissociable, l'échec et la réussite. Ouais. À moins que quelqu'un puisse me dire, moi, j'ai réussi sans jamais échouer. Mais j'attends cette personne avec plaisir à ta place. Donc, on va partir sur la partie du corps et tout.
Selon toi et d'après tes expériences avec les CEO, les managers, les chefs d'entreprise, est-ce que l'anxiété sur le mental là, se traduit sur leur corps? Est-ce que... Alors, directement. Ouais, Et ça, encore une fois, on ne peut pas dissocier en fait le stress mental du physique. ouais. D'ailleurs, le physique va nous parler. C'est-à-dire Mhm, que dès lors qu'on est face à un danger potentiel, c'est-à-dire que notre esprit nous envoie la notion de danger, je suis en danger, il y a quelque chose qui est pas OK pour moi, il réagit, il se met en alerte immédiate. Je l'expliquais juste avant, justement, avec cette ouais. notion de stress, de cortisol, Mhm, d'adrénaline, etc. Notre corps, d'un seul coup, se met en mode survie immédiate. Il y a un danger, il faut que je réagisse. Et la première des choses qu'il fait, comme je te disais, c'est que le rythme cardiaque bat plus fort, les muscles vont se contracter. mhm, Donc physiquement, effectivement, il y a une réaction physique. Et lorsque justement le stress s'installe et reste à un certain moment, nos muscles restent contractés, par exemple. Et on commence à sentir des tensions. C'est-à-dire quand on a mal au dos, c'est pas par hasard. Très souvent, les chefs d'entreprise peuvent parler de j'ai toujours mal à la nuque, j'ai toujours mal au cervical, ou alors j'ai toujours l'impression d'être un petit peu oppressé. mhm, Dans ce moment, enfin, j'ai mal au ventre. Il y a des périodes là comme ça, j'ai mal au ventre. Euh, Tous ces mots-là, en fait, sont des signaux d'alarme. mhm, C'est-à-dire que c'est le corps qui est en train de parler. Alors, c'est vrai que, encore une fois, j'aime beaucoup cette notion, le mal a dit. mhm. Le mal a dit. La maladie, ce sont des signaux d'alerte, en fait, que notre corps nous communique parce que notre esprit sait très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK dans notre vie. Mhm. Et c'est important de comprendre que mon subconscient lui capte à peu près tout ce qui se passe autour de moi. Mon conscient fait du tri. Et qu'à partir du moment où je suis face à un danger potentiel, où il y a quelque chose qui est plus OK pour moi, parce que je ne suis plus en phase finalement avec ce que j'avais prévu, par exemple, je crée des peurs. C'est-à-dire que mes projections, mes pensées vers le futur, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui n'existe pas, hein, Mhm. dans le futur, va projeter des hypothèses, d'hypothétiques situations qui, par mon ego, en fait, sont censées me protéger, encore une fois, de mes blessures du passé. Donc, ça crée un stress. Ce stress-là, c'est un danger. D'accord? Donc, mon corps réagit. Il me dit attention, alerte. Donc, effectivement, je me tends, je transpire, j'ai du mal à déglutir, j'ai l'impression d'être dans un brouillard cérébral. Bref, tous ces mots physiques, en fait, sont Mhm. juste des signaux d'alerte, c'est-à-dire que le signal que quelque chose n'est pas OK. Et très souvent, 90% des gens, je balance un chiffre un petit peu à la louche comme ça, mais font pas, font pas attention à ces signes-là. En Mhm. gros, ça va pas, aujourd'hui ça va pas, j'ai mal au ventre, aujourd'hui j'ai mal au dos. Et comme si c'était normal. Ouais. D'ailleurs, les gens aujourd'hui, très communément, moi très souvent, oh, c'est normal, j'étais stressé. Encore une fois, si on fait le tri entre le bon et le mauvais stress, c'est OK. Mhm. Si je suis stressé parce que j'ai quelque chose de très excitant, un peu comme nous aujourd'hui, tu vois, on est en Oui. train de tourner, effectivement, on peut se dire, je suis totalement à l'aise, c'est OK, il y a ce stress de bien faire, etc., Ouais. c'est nouveau. On a du stress, mais c'est un bon stress, c'est très excitant. Mhm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, maintenant tout de suite, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal au ventre. C'est quelque chose qui anime. Par contre, une projection négative sur il va m'arriver quelque chose de mal. Mhm. Et forcément, ça a mal tourné. Et ma boîte va couler. Et mes salariés, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui me trahissent. Et Mhm. la trésor, c'est trop juste, je ne vais pas réussir à payer les factures des fournisseurs ce mois-ci. Bref, alors que ce n'est pas avéré. C'est juste une projection que je suis en train de me faire par mon esprit Ouais. pour ne pas connaître des situations peut-être que j'ai connues avant qui étaient Mhm. traumatisantes. Pas de trésor, un huissier de justice qui vient cogner à la porte, ou Mhm. un salarié qui me quitte, et donc du coup, une baisse de l'activité. Enfin, des choses que j'ai déjà connues, parce qu'un chef d'entreprise connaît déjà beaucoup de son activité très souvent. Mhm. Donc, il ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Mais c'est exactement en se projetant dans des erreurs qu'il pourrait recommettre qu'il s'auto-sabote finalement. Mhm. Et ça crée ce stress. Et ce stress vient impacter forcément une réaction physique. On n'est pas censé en fait se réveiller à 4 heures du mat toutes les nuits. Non, non, on est censé dormir, Mhm. avoir 6, 7 heures, 8 heures, peu importe ce dont chacun a besoin. Mais quand les gens me racontent que ouais, bah, toutes les nuits, moi, c'est pareil, à 4 heures du mat, je suis réveillé, Mhm. il y en a qui se rendorment, d'autres non, hein, malheureusement, c'est pas normal. Alors, moi, j'appelle ça l'heure des tracassés. C'est-à-dire que bon, ça, on peut en parler effectivement des troubles du sommeil, c'est encore, je pense, un autre sujet. Mais en termes de symptômes physiques, Mhm. quand on commence à avoir le métabolisme qui n'est plus capable, pardon, de produire suffisamment d'hormones, par exemple de mélatonine pour dormir, on a déjà un souci pardon, physiologique. Et là, c'est pas OK, c'est là où il faut s'écouter. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on crée une activité, qu'on se batte pour notre activité, qu'on sacrifie quelque part certaines parties de notre vie pour notre activité un certain temps. C'est OK, Mhm. à condition que mentalement, je ne mette pas ma santé en danger. Ma santé mentale est liée étroitement à ma santé physique. Mhm. Et combien d'entre vous pourraient commencer à se dire, moi, j'ai jamais connu ça. Moi, jamais de mal au dos, jamais de mal au ventre, jamais la gorge serrée, jamais, jamais. Malheureusement, je crois qu'il y a très peu de monde qui pourrait dire, moi, Mhm. je suis toujours super OK. Le problème, encore une fois, c'est pas que ponctuellement, je sois stressé. Mhm. C'est pas un problème d'être ponctuellement stressé, parce qu'il y a des événements, j'apprends de mauvaises nouvelles, enfin, il y a des événements, des surprises, des mauvaises surprises qui peuvent arriver. Je suis ponctuellement stressé et je reprends le dessus, c'est pas un souci.
C'est justement la force de résilience à ce moment-là, de dire, OK, c'est comme ça, je vais faire autrement. Mais lorsque ça s'installe, que je passe plusieurs jours, semaines, mois, années à ressentir des symptômes physiques, des maux de ventre, on va jusqu'à certaines pathologies, hein, des syndromes du côlon irritable, des choses comme ça, parce que les intestins sont souvent les premiers touchés par le stress. Ça, on pourrait l'expliquer aussi sur un autre tournage. Le dos, par exemple. On va surtout parler du problème de dos, qui est le plus commun avec les problèmes de ventre. Le dos, en fait, on parlait de crispation tout à l'heure. Dès lors que mon corps est en alerte maximale quelque part pour fuir ou se battre, effectivement, il va tendre les parties supérieures et inférieures pour fuir ou se battre. Lorsque je tends ma musculature, qu'elle soit mes bras, justement, mon torse, mon dos se monopolise aussi, et mes trapèzes sur mes cervicales. On a des maux de tête, on a des migraines, on a des choses qui effectivement, ou même des fois du bruxisme, on va se tendre au niveau ou des ATM, au niveau des mâchoires, parce qu'effectivement, toute la chaîne musculaire se tend. Quand un muscle est tendu, si on fait du sport et qu'on a une contracture musculaire, par exemple, on met quelques jours à s'en remettre. Lorsqu'on se fait une tendinite, on met quelques mois à s'en remettre. Et c'est vrai que tout cet équilibre, en fait, peut être gâché parce qu'un jour, j'ai eu une grosse pression nerveuse, anxieuse, et que mon corps s'est tendu tellement fort, finalement, que ça a créé certaines lésions et des contractures qui me font avoir mal. Donc, mais on est déjà sur du symptôme, là. C'est qu'il n'arrive pas comme ça, le mal de dos ou le mal de ventre. Et très souvent, ce que je regrette, ce que je déplore, c'est qu'on va tout faire pour traiter le symptôme, sans jamais aller vraiment chercher la source du problème. C'est-à-dire, sans anxiété, il n'y a pas de maux de dos. Sans anxiété, il n'y a pas de maux de ventre. Sans anxiété, il n'y a pas de trouble du sommeil. Alors que ce que je vois, moi, c'est des gens qui vont se cachetonner, qui vont prendre des médicaments pour justement les douleurs. C'est des gens qui vont prendre des substituts mélatoniques, par exemple, pour mieux dormir. Entre parenthèses, juste une parenthèse, c'est de la connerie. C'est mon avis, mais il est vérifié. Tous ces substituts, quelque part, pour compenser des symptômes, alors qu'on ne s'est même pas intéressé réellement à la source, qui est, pour la plus grande partie des maladies en général, le stress. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une approche aujourd'hui où notre physique parle. Et si on ne l'écoute pas, malheureusement, ça ne le fait pas. Alors que, il y a un autre bouquin, je dis des bouquins, c'est l'occasion, mais c'est pas les miens. Michel Odoul, par exemple, a écrit un bouquin très intéressant sur effectivement la symbolique des symptômes. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai mal au pied droit, qu'est-ce qui m'arrive? Je ouvre le bouquin, pied droit, et il y a une symbolique. Alors c'est assez drôle. Alors c'est pas de l'ésotérisme, hein, on n'est pas du tout dans quelque chose de spirituel. Malheureusement, pour ceux qui ne veulent pas y croire, c'est vrai. Aujourd'hui, notre corps parle et a raison. Je me rappellerai de quelques bribes. Par exemple, le mal de dos, le bas du dos, par exemple, ce qu'on appelle le mal au rein, c'est l'insécurité financière. Quand j'ai mal en bas du dos, je suis dans une insécurité financière. Lorsque j'ai mal aux épaules, c'est une charge émotionnelle importante, etc. Il y a plein de symboliques comme ça. Et c'est vrai que on parle du physique. Alors moi, j'aime beaucoup l'approche psychosomatique. C'est partie de mon métier aussi. Il y a toutes ces expressions, par exemple. J'ai la peur au ventre. J'en ai plein le dos. Je ne vais pas mettre la rate au courbouillon, etc., etc. Toutes ces expressions, en fait, qui reprennent des relations entre notre corps et un état émotionnel, c'est peut-être important de l'écouter, parce qu'on n'a pas inventé au XXIe siècle. Hein. C'est depuis très longtemps, en fait, qu'on a pris conscience que notre corps parlait, en fait, de notre problème systémique. Donc, à un moment donné, effectivement, le corps, pour répondre à ta question plus brièvement, effectivement, le corps, effectivement, nous parle de ce qui ne va pas. Donc, la plupart du temps, par rapport à des moments de stress. Il faut toujours être à l'écoute de son corps. Ah bon, on fait ce qu'on veut. Et on le décide. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une question de mindset. Je décide d'aller bien ou pas. C'est-à-dire que si moi, dans la vie, je veux aller bien, et à un moment donné, effectivement, peut-être que j'écoute, que je suis peut-être en phase d'erreur, que je n'ai pas le bon comportement, que je n'ai pas la bonne approche, que mes émotions ne sont pas OK. Donc, ça veut dire que mes pensées, donc ma perception n'est pas OK. Tout dépend de mon choix, en fait. Mais j'ai toujours le choix, en fait, d'aller bien. J'ai toujours le choix, en fait, de prendre une position ou une autre. C'est-à-dire que cette notion de stress, parce qu'on parle beaucoup de stress là maintenant, je me sens toujours anxieux lorsque j'ai l'impression d'être dans une impasse. C'est-à-dire que là où j'ai l'impression que je ne peux plus avancer, je ne peux plus aller à droite ni à gauche, c'est là où je commence à ressentir du stress, que j'ai peur. Finalement, ma peur première, c'est de bloquer, que ça soit toujours comme ça. C'est terrible de penser que finalement, je suis emprisonné dans ma vie. C'est ça qui crée l'anxiété et qui va amener jusqu'à des symptômes plus graves comme des crises d'angoisse, voire un burn-out à un moment donné. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire, c'est que lorsqu'on se sent dans une impasse comme ça et qu'on voit des murs autour de nous, il y a une chose qu'on a oubliée, c'est qu'on y est rentré dans l'impasse. C'est-à-dire que si on fait demi-tour, on peut sortir aussi. Mais faut-il encore avoir parfois la lucidité, encore une fois,
la lucidité, Ouais. la clarté d'esprit, de se dire que je peux faire demi-tour, que en tout cas je peux faire différemment. Et puis, parfois, une forme de courage pour passer au-delà de nos peurs. Parce que très souvent, ces voies de garage, on les choisit, même inconsciemment, par sécurité. On parle souvent ma zone de confort, ma zone de confort. Alors ici, on parle de zone de pouvoir, justement. Non, on se met dans une zone de sécurité. Mhm. Là, ouais, ok, c'est pas super, mais ça va, je risque pas plus. Malheureusement, si, on risque plus. On risque de perdre la valeur de sa vie, Mhm. la valeur de soi-même, la confiance en soi, l'amour de soi et tout ce qui nous entoure avec ces Ouais. armes-là. Donc, à un moment donné, sortir de ces zones-là en se disant qu'on a le choix, c'est déjà un premier pas. Mhm. C'est-à-dire que se demander ce que je ferais si je n'avais pas peur. Moi, j'aime beaucoup ce type. Je dis, tous ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Mhm. Ouvre ton champ des possibles maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Imagine un petit peu que dans telle situation, que ça soit une situation à la maison, au travail, peu importe la situation de ta vie, aujourd'hui, le fait que ton corps soit en train de te dire c'est pas OK. Si tu l'écoutes réellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose autour de toi qui t'empoisonne quelque part. Mhm. Et on ne guérit pas dans le milieu qui nous a rendus malades. Donc à partir de ce moment-là, se demander juste si je n'avais pas peur. Avoir cette honnêteté de se dire OK, j'ai Mhm. peur, mais si je n'avais pas peur, je ferais quoi? Ouais. Et se laisser au moins l'opportunité de faire différemment. Au pire des cas, on risque quoi? On est en train de vouloir laisser quelque part quelque chose qui ne nous va plus. Mhm. On risque quoi de faire autrement? D'être moins bien? C'est difficilement possible puisque je ne suis Ouais. pas bien. Mais c'est un petit peu comme les mathématiques. Moins, ça fait plus. Ouais. Si j'enlève quelque chose de ma vie qui n'est pas OK, qui est négatif pour moi, ça fait du positif. Tout à fait. Ouais, on est d'accord Ouais. là-dessus. Donc, je pense que on a le choix et ce choix-là entraîne le fait de prendre confiance aussi en soi. Mhm. C'est-à-dire, plus je vais me laisser le choix, plus je vais me laisser l'opportunité quelque part de faire différemment, Mhm. plus je vais découvrir chez moi une version accessible, Ouais. autre chose en tout cas, d'autres résultats, d'autres facettes quelque part de ma personnalité, de mes Ouais. capacités que jusqu'à maintenant je n'ai pas osé explorer. Ouais. Et se retrouver en se disant waouh, mais en fait j'étais capable et ça fait des années Ouais. que je subis en me disant que c'était pas possible de faire autrement. Mais tous ceux qui nous écoutent là maintenant, qui peuvent réfléchir à un moment donné à des instants, à des moments dans leur vie où ils se sont dit je ne peux pas faire autrement, Ouais. et que malheureusement l'univers en a décidé autrement, il a mis des clashs et que ça s'est passé autrement malgré leur volonté, ils sont encore là pour en parler aujourd'hui. Mhm. Ah oui, c'est difficile, mais ils ne sont pas morts. C'est-à-dire que globalement, tous les échecs, Ouais. ce qui nous a paru insurmontable à un moment donné, on a l'impression de peut-être même d'être complètement perdu, de plus jamais pouvoir rebondir, même de crever parfois. Mhm. Crever, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être totalement paumé au point de se dire je ne peux plus vivre comme ça. Force est de constater que non seulement on en est encore là Mhm. à en parler aujourd'hui, que ça ne nous a pas tués et que ça nous a rendus plus forts, encore Ouais. une fois. Donc, écoutons les signes que notre corps nous envoie. Ouais. C'est juste un signal. Hein. Ça ne veut pas dire que je vais mourir, parce que très souvent, il y a ça qui s'invite aussi dans Mhm. l'anxiété. Quand il y a des personnes qui font des crises d'angoisse, par exemple, il y a ces pensées de je vais mourir, Mhm. je suis perdu, je suis fou, je suis folle, je vais mourir. Sauf que, globalement, c'est jamais la vérité. Donc, si on en revient juste à écouter et à se dire bon, c'est OK, là maintenant tout de suite, ça va pas, et je vais l'accepter. Mhm. C'est juste que la recette que j'utilise là, aujourd'hui, maintenant, ça ne me convient plus et ça ne peut pas nourrir mes projets. Donc, comment je fais différemment? Comment je mets en place de nouveaux plans, de nouvelles stratégies? Comment demain, je remplace du personnel qui ne me convient plus? Comment, Mhm. après-demain, finalement, je change mon marché parce que ce marché-là ne me porte plus? Mes outils me conviennent plus non plus. Je ne sais pas, ça peut être des outils sur le plan marketing, ça peut être des outils de réalisation, en fait, si je suis artisan, Ouais. peu importe. Comment je change les choses, en fait, pour avoir un résultat différent? Mhm. Puisque j'ai toujours le choix. Mais encore une fois, tout dépend de mes objectifs. Mhm. Très bien. Et là, dans les business, pour les chefs d'entreprise, on parlait toujours d'outils, de stratégies, mais le plus important, est-ce que c'est le mental pour un dirigeant compétitif? Alors, tu prends une belle voiture de sport, la Mhm. plus puissante du monde, tu prends le plus beau circuit, tu peux prendre autant d'heures de conduite que tu veux, tu es super performante. Si tu mets pas d'essence, tu vas nulle part. Et pour moi, le mental, c'est l'essence. C'est vraiment ce qui va nous pousser quelque part à dépasser justement certains événements, certaines peurs, Mhm. certaines croyances limitantes aussi. C'est cette force de mental à se dire justement que je suis capable malgré tout de rebondir. Cette confiance en soi que malheureusement beaucoup manquent cruellement. C'est cette confiance en soi et cette estime aussi, savoir ce que je vaux et ce Mhm. que je mérite, qui va me permettre vraiment de passer au-delà de ça. Et c'est vrai qu'on parle de préparation mentale, plus particulièrement plus que de thérapie finalement cognitive et comportementale. En préparation mentale, il y a des notions très importantes sur justement à la fois la définition des objectifs pour savoir où je vais, Mhm. mais surtout les moyens qu'on peut mettre en place pour effectivement se sentir dans la meilleure forme, etc., etc. Si on parle de 4 piliers, il y a effectivement la technique, la tactique,
le physique et le mental. Je peux avoir un super mental, si j'ai pas de tactique, ça marche pas. Je peux avoir une super technique, si j'ai pas le physique, ça marchera pas. Il faut les 4. Ouais. Et c'est vrai que le mental, très souvent, est mis de côté, puisque c'est pas une des préoccupations. Enfin, on y arrive de plus en plus en Europe, notamment, parce que les États-Unis ont compris il y a très longtemps qu'il fallait effectivement avoir un préparateur mental lorsqu'on voulait atteindre le plus haut niveau, puisqu'on ne peut pas y arriver. Moi-même, je fais appel effectivement à un préparateur mental pour certaines activités. Et évidemment, on a tous besoin à un moment donné d'avoir ce recul nécessaire, ce cran, j'irais inférieur pour se dire, ou supérieur, on ne sait pas comment on le voit, pour nous dire, effectivement, on n'a pas la science infuse. On n'a pas toujours les bonnes réactions. On n'a pas toujours les bonnes émotions. C'est-à-dire que notre comportement dépend de l'émotion et notre émotion dépend de notre perception, c'est-à-dire des pensées qu'on peut en avoir de l'événement. Donc, on n'est pas toujours au clair. Encore une fois, tu sais, dès lors qu'on fait rentrer une petite dose de stress, de peur, comme tout le monde, on est tous fabriqués de la même façon, on n'est plus clair. On n'arrive plus à avoir cette clairvoyance qui nous permet toujours d'être totalement lucide. Donc le mental, oui, pour moi, c'est suicidaire aujourd'hui de ne pas prendre soin de son mental lorsqu'on veut réussir. Je ne connais personne qui est arrivé au plus haut niveau, que ce soit dans le sport ou dans le monde du business en général, sans avoir vraiment pris en compte et avoir comme préoccupation première sa santé mentale. Et la santé mentale, ça passe par effectivement un équilibre global. C'est-à-dire comment, encore une fois, qu'est-ce que je choisis dans ma vie, qu'est-ce qui sera le meilleur pour moi, que ce soit justement d'entretenir mon physique, que ce soit de m'entourer correctement, de me faire plaisir, peu importe. La santé mentale, en fait, c'est déjà le fruit de tout ce qu'on crée. Quand je disais tout à l'heure, je parlais d'approche systémique, c'est déjà le fruit de tout ce qu'on crée, en fait, pour favoriser notre meilleure position par rapport au meilleur objectif qu'on puisse se poser. Donc le mental, pour moi, c'est indissociable, en fait, d'une réussite. Un type honneur pour garder la santé mentale. La pleine conscience, très clairement. C'est justement, on parlait tout à l'heure des projections dans le futur qui nous protègent des traumas du passé. On est toujours en train de tourner en fait autour de notre existence. Notre existence, c'est là, ici et maintenant. Et je pense que cette notion de pleine conscience, de prendre acte de ce qui est là, maintenant, tout de suite. Demande-toi quelle température en fait a ton stylo là maintenant. Demande-toi quel pied est le plus lourd au sol là maintenant. Savoir s'arrêter, c'est-à-dire freiner quelque part son esprit. Puisque justement, on est toujours entraîné, c'est un petit peu un tourbillon, surtout quand on est, encore une fois, chez l'entreprise, mais c'est le cas pour tout le monde aussi. On est entraîné par tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, j'ai beau vouloir freiner, le monde il continuera de tourner autour de moi toujours à la même vitesse. Je ne freinerai rien autour de moi. Donc à part accepter finalement ma position, ma petite position dans ce monde-là, et ma grande position pour moi, parce que je suis décisionnaire de ce que j'en fais, je ne peux rien faire d'autre. Et aujourd'hui, la pleine conscience, c'est s'arrêter à certains moments juste à apprécier ce qui est, même quand c'est pas forcément positif. Même quand c'est pas forcément positif. Apprécier le positif et le négatif. Apprécier ce qui est. C'est la résilience. C'est comme ça. Et plus je vais lutter contre quelque chose que je ne veux pas, plus je vais négocier contre quelque chose qui me semble pas bon pour moi ou qui n'est pas OK, je suis pas d'accord, etc. Plus mon ego va se révolter, plus je vais muser. Je vais muser, je vais me fatiguer, je ne vais plus avoir suffisamment de ressources pour redémarrer, ou alors je vais mettre beaucoup plus de temps que les autres finalement pour redémarrer. Quand je parle des autres, c'est ceux qui ont cette forme de résilience, en fait, cette capacité à être résilient, à redémarrer de suite. J'ai un problème, c'est pas grave. Allez, celui-ci, ça marche pas, je vais sur autre chose. Finalement, l'usure, la fatigue, justement, nous freine encore plus dans le fait de redémarrer. Et c'est là que c'est important dans la pleine conscience de se demander exactement ce que je veux. Quand on n'y arrive pas, parce qu'on est un petit peu perdu, il y a des périodes comme ça où on est un petit peu perdu, c'est au moins commencer à se demander ce que je ne veux plus. Qu'est-ce qui pour moi n'est plus OK? Qu'est-ce qui me stresse? Et on l'évite. Et on l'évite, tout ce qui me stresse. Et je repars sur autre chose que peut-être me ferait plus plaisir, me donnerait plus envie, va me stimuler, me donnerait en tout cas plus de sens quelque part à ma vie. Sans ça, effectivement, sans conscience, je navigue un petit peu comme un marin, mais sans carte. J'ai pas de boussole, j'ai pas de carte, mais j'y vais. Non, la conscience, elle est importante pour au moins se poser les bonnes questions. Et c'est pas négatif, encore une fois, de se poser des questions, d'être dans des périodes de doute. Bien au contraire. Bien au contraire. Ça prouve juste qu'on prend conscience, justement, que c'est pas OK et qu'il y a peut-être des nouvelles solutions à trouver. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça nous aide à trouver le chemin, le bon chemin. Bien sûr. Au moins à mettre la lumière sur le chemin. Pour moi, la conscience, la pleine conscience, c'est au moins éclairer une vérité. La vérité, je peux passer ma journée à me dire que ce fauteuil est rouge, je vais être très déçu. Parce que je me serais fatigué toute la journée à penser qu'il est rouge et à vouloir qu'il soit rouge. Et à la fin de la journée, lui, il n'aura pas bougé parce qu'il n'a pas de conscience, le fauteuil. Il s'en fout complètement de moi, ce que je peux vouloir. Donc c'est important de ne pas lutter en fait contre la réalité, puisqu'elle est la réalité.
Par contre, ce qui est important aussi, c'est de se dire que je peux créer ma réalité, selon comment je me positionne. Si j'ai envie de trouver ce fauteuil beau et que je passe ma journée à me dire qu'il est très beau, je vais avoir des sentiments et des émotions très positifs. Et à la fin de la journée, je serai content parce que j'aurais passé une bonne journée à me dire que j'étais dans un bon fauteuil, que tout était super chouette, qui était beau, et à avoir pris du plaisir avec ça. Si je lutte, malheureusement, c'est aussi l'effet inverse. Donc, je crée ma réalité. C'est-à-dire qu'une réalité que je ne peux pas changer, mais grâce à ma résilience, quelque part, j'ai le choix. Donc, finalement, je choisis ce qui est bon pour moi. Je crée ma réalité. Merci Yann pour ces conseils. Avec plaisir. Merci pour ta présence avec nous aujourd'hui, le podcast Zone de pouvoir. Merci à toi. Ce n'est qu'un début. Alors aujourd'hui, on lance Zone de pouvoir, cette chaîne où je vous invite très fortement à vous abonner pour nous suivre. Et chaque semaine, il y aura du contenu. On va explorer le monde des entrepreneurs autour du mental de l'entrepreneur et vers la réussite de ce que chacun peut mériter lorsqu'il fait vraiment attention à son mental. Et on n'oublie pas, en fait, un entrepreneur qui gagne, c'est un entrepreneur qui priorise son mental. À bientôt.